Ça y est, on est en live. Bonjour à tous, bienvenue Stéphane. Donc Bonjour. aujourd'hui, on démarre pour un nouveau live France DevOps. Tout va bien de ton côté, Stéphane? Tu m'entends bien? Impeccable. Impeccable. Est-ce que en face, côté spectateur, vous nous entendez mettre un petit message sur LinkedIn, dans les commentaires LinkedIn pour nous donner l'info, valider que l'image est bonne, que le son est bon, que vous voyez bien Stéphane, que vous voyez bien les slides, notre écran. En attendant que les messages commencent à apparaître, on peut se lancer. Donc aujourd'hui, on accueille Stéphane de chez OVH Cloud. Je te laisserai te présenter un peu plus en détail après, qui va nous parler d'un sujet qui change un peu de notre thématique habituelle. On sort un peu du DevOps, on sort un peu du cloud. On revient un peu dans le monde du dev. Cette fois-ci, c'est pour nous expliquer comment utiliser l'IA assez simplement lorsque vous réalisez vos devs. Comme le dit le titre de la présentation, utiliser l'IA aussi simplement qu'une librairie. D'un point de vue orga, comment est-ce qu'on va fonctionner? Le talk dure 3/4 d'heure, c'est ça à peu près 50 minutes. C'est ça. On prendra un temps de questions-réponses à la fin. Après, si vous avez des questions la session, n'hésitez pas, mettez-les dans les commentaires et on balayera tout ça en fin de live, en fin de talk. Stéphane, c'est à toi, je te laisse la parole, je te laisse te présenter. Bon courage et moi je reviens juste après sur scène. Ok. Merci Thomas. Merci de l'invitation. Et merci à vous toutes de braver et tous de braver la chaleur. Mais peut-être qu'on est mieux à l'intérieur à regarder une vidéo que d'être dehors. Donc effectivement, aujourd'hui, on va peut-être pas parler autant de DevOps que d'habitude, mais on va quand même parler dev, on va quand même parler cloud au final. Et puis je pense que ça va vous donner des idées aussi sur la partie Ops. Donc au final, on va peut-être parler un peu DevOps quand même. Donc rapidement, je me présente, je suis Stéphane Philippard, je suis développeur advocate chez OVH Cloud, un cloud provider français. Je suis aussi co-créateur d'un meetup TADX à Tours, donc si vous êtes dans la région, n'hésitez pas à aller faire un tour sur la page web et à proposer ou à venir pour voir des sujets. Et je suis un vieux développeur Java, puisque moi j'ai commencé Java à l'époque en 1.0.2, donc je vous laisserai calculer l'âge que j'ai, et je suis un padawan dans l'IA, puisque je traîne mes guêtres avec les équipes IA de VH Cloud depuis bientôt 4 ans, et donc c'est pour ça qu'on va voir aussi qu'on peut faire des choses plutôt sympas. Puis je suis présent sur différents réseaux sociaux avec toujours le même handle, et puis j'ai un petit blog et d'autres petites choses. Assez parlé de moi, allons voir directement ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le but, comme disait Thomas, c'est un peu de voir comment on va pouvoir ramener de l'IA dans notre monde de conceptrices et de concepteurs d'applications, parce qu'on est essentiellement, pour beaucoup, des consommateurs de prompts, de chatbots, le chat ou ChatGPT ou d'autres. Mais je pense que pour beaucoup, on a un peu du mal à voir comment au final on va l'utiliser dans nos applis, parce que c'est assez changeant comme façon de faire. On était habitué à consommer, des bases de données, des endpoints, des services et cetera. Mais, au final, là, l'IA, ça arrive avec des nouveaux paradigmes, et le but d'aujourd'hui, pour moi, c'est de vous montrer qu'au final, ce n'est rien de plus qu'une autre librairie qu'on va rajouter dans nos développements. Donc la partie de gauche, là, on aura des développements dans plusieurs technologies. Alors je ne ferai pas toutes les technos, mais on va essayer d'en faire quelques-unes pour que tout le monde puisse trouver son bonheur. Et puis au final, on va se rendre compte qu'on ne va faire que consommer des libs. Je prends souvent l'exemple des ORM à l'heure actuelle. Quand on doit accéder à une base de données, ça ne nous viendrait quasiment plus à l'idée de faire nos requêtes en clair, de gérer la couche réseau, etc. On est même habitué avec une couche d'abstraction avec les ORM à décrire très souvent dans des interfaces. Alors oui, je vais prendre des terminologies Java, hein, je suis désolé, je suis un développeur Java, donc même pour d'autres langages, vous m'en voudrez pas, j'utiliserai certainement les mots interface, méthode, classe, mais je pense que vous comprenez. Et donc on décrit tout ça, et puis en fait l'ORM le fait pour nous, et on va voir que dans le monde de l'IA, bah, c'est un peu pareil. Donc en fait, rien ne nous empêche d'intégrer ça comme étant une brique logicielle supplémentaire qu'on veut utiliser, et de déléguer, pardon, la partie pure intelligence artificielle, bah, aux personnes qui savent déjà. Donc là, on a tous les providers d'intelligence artificielle comme Mistral, comme OpenAI, etc., ou aux cloud providers comme OVH Cloud, qui permettent aussi de le faire, tout simplement parce que, un, on a la
connaissance et surtout, on a la chance d'avoir la puissance matérielle. On le voit sur le petit schéma. Donc, moi, j'ai utilisé un produit qui s'appelle AI Endpoint chez nous, mais vous allez voir qu'on est vraiment ouvert et que du coup, ça marche avec n'importe quel produit qui vous propose des API pour consommer des modèles et avec, bien sûr, basé sur du GPU. Hein, on a bien sûr besoin de puissance pour faire de l'inférence, donc utiliser de l'IA avec des données qu'elle n'a jamais vues. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va faire un use case d'abord tout simple, un chatbot bloquant. On verra pourquoi je l'appelle bloquant. On va avoir son petit frère qui a un chatbot streaming. On verra aussi pourquoi streaming. Ensuite, on va rajouter un peu de mémoire. On va commencer à rendre l'IA un peu plus intelligente. Je vous expliquerai pourquoi je dis ça, mais en tout cas, on verra que c'est assez essentiel pour nos applis de tous les jours. Et puis, on va parler RAG, Retrieval Augmented Generation. Peut-être que vous avez croisé cet acronyme parmi les nombreux acronymes que l'on peut voir dans l'IA et dans l'IT, mais on verra ça. Et puis, si je suis assez rapide, on aura 2-3 petites surprises et qu'on verra qu'on peut faire autre chose que des chatbots tout simples. Très rapidement, on va faire du dev. Donc, du coup, qui dit du dev dit utiliser des libs, justement, pour accéder à nos modèles. Donc, on va utiliser peut-être la plus connue, vous avez peut-être entendu parler, c'est LangChain. C'est quasiment le premier projet, c'est pour ça que j'ai mis le projet d'origine. En tout cas, c'est un des premiers qui a vu le jour, qui a tenté de démocratiser l'utilisation. Technologie Python JavaScript, hein, c'est une communauté qui a fait les deux versions. C'est un SDK, une librairie, appelez ça comme vous voulez. En tout cas, il y a à la fois des wrappers pour vous faciliter la création d'objets et des helpers pour aller requêter des modèles. Et l'objectif premier, hein, c'est de vraiment faciliter la vie aux devs pour utiliser la partie LLM. Alors pas que, il y a des petites sous-catégories, mais principalement des LLM. Et pour ça, via de la consommation d'API, comme on consommerait n'importe quelle API, avec bien sûr tout un tooling qui vient, on en reparlera, du prompt templating, du RAD, etc. Je vous l'ai dit, on va aller voir plusieurs langages. Je suis développeur Java, donc moi je m'intéresse à ce qui se fait en Java. Et il y a une variante, donc LangChain 4J. Alors attention, c'est le même nom au début, c'est simplement parce que la communauté LangChain n'a pas dit qu'il n'avait pas le droit, donc c'est même plutôt encouragé. Mais ce n'est pas la même communauté derrière. Donc ça veut dire qu'on a les mêmes bases communes, c'est-à-dire vous simplifiez la vie, les fonctionnalités de base. Par contre, je trouve, et c'est pas parce que je préfère Java, mais que Langchain4j, par exemple, est vraiment plus orienté développeur qui ne connaît pas forcément la partie IA sur le bout des doigts. Là où Langchain, je trouve que il faut quand même un peu plus de connaissances. Alors, c'est juste un avis personnel. Mais en tout cas, le but est le même pour Langchain4j, c'est de vous simplifier la vie. Et puis, il se trouve que comme dans le monde Java, on a un starter Spring Boot, une extension Quarkus. Et on verra un petit peu, si on a le temps, comment on peut jouer avec ces choses-là. Bon, assez de blabla, on est là pour voir du code. Du coup, on va faire un peu de démo. Alors, j'ai essayé de zoomer un peu, j'espère que c'est assez gros. Bien sûr, je parle du code et pas de moi c'est déjà trop tard. Si vraiment c'est trop petit, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, j'essaierai de le voir en parallèle pour pouvoir zoomer. Donc première chose à faire, je vous l'ai dit, on va faire un petit chatbot. Alors on va prendre la techno qui est arrivée, en tout cas celle qui est la plus naturelle quand on parle d'IA, c'est Python. On reparlera pourquoi moi je le fais aussi en Java, mais voilà. Python, c'était la première techno, donc on va commencer par un chatbot des plus simples. Alors vous allez voir, je tape très vite au clavier, puisque j'utilise des snippets, ça évite les problèmes entre la chaise et le clavier. Donc là, on prend vraiment quelque chose de très simple, on prend .inf parce que je vais lire des variables d'environnement, et puis request pour faire une request HTTP, parce que mon premier exemple, ça va être de vous montrer vraiment la simplicité en tant que dev pour aller créer un chatbot juste en faisant des calls API, comme on appellerait n'importe quelle API. Donc la première chose que vous avez à faire, bien sûr, c'est d'aller définir quel endpoint vous voulez utiliser. Alors pour ça, il y a différentes possibilités. Moi, je vais vous montrer ce que je fais avec la partie AI Endpoint. Donc je vous l'ai dit, c'est un produit Geovash Cloud, mais tout ce que je vous montre aujourd'hui, et on en reparlera après, ça marche avec n'importe quel provider de modèles ou provider cloud qui propose des modèles. Moi, bien sûr, j'ai la chance d'avoir des modèles à disposition, donc j'utilise les miens. Donc, dans mon cas, j'utilise la partie large language model. On verra que j'ai des sous-modèles. On parlera d'embedding tout à l'heure, de visual, etc. Et pour la démo d'aujourd'hui, j'utilise Mistral, Mistral 7B. Donc, nous, on a deux grandes familles sur la partie LLM. On a beaucoup de Meta et de Mistral. On a aussi du DeepSeek pour la partie reasoning. Et en fait, Mistral 7B, donc, qui est un modèle fait par la société Mistral, qui est une société française, qui convient largement à ce que je veux. J'en profite, quand vous allez comme ça sur un catalogue de modèles, regardez bien deux choses importantes. La première, ça va être le pricing, bien sûr.
très régulièrement, le pricing, c'est au nombre de tokens, souvent au million de tokens ou parfois un peu moins. C'est très important, j'en reparlerai durant toute cette presse, mais c'est une de vos, comment dire, c'est à vous aussi de faire attention à ça en tant que décideuse et décideur, dev, architecte, de ne pas faire n'importe quoi parce que le pricing peut vite augmenter. Donc, on voit que je suis à 10 centimes par million de tokens. Ça paraît beaucoup 1 million, mais je vous assure, ça peut aller vite. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir les specs de vos modèles. C'est la taille de contexte, ça va être le nombre de tokens que vous allez pouvoir envoyer en one shot à votre modèle qui va pouvoir en gérer. Le nombre de paramètres, c'est un peu moins important, mais on a tendance à dire que plus il y a de paramètres, plus votre modèle va être entre guillemets puissant et sachant, même si ça se challenge par rapport au modèle. La quantisation, c'est juste savoir si votre modèle il est compressé ou pas. Dans notre cas, il est un peu compressé. Le function calling, j'en parlerai, on en utilisera tout à l'heure, mais c'est pareil, c'est important de savoir si votre modèle est compatible function calling. Le streaming, c'est aussi maintenant quasiment tous compatibles. Et puis le format de réponse, vous pouvez avoir besoin de forcer en fait votre réponse en JSON ou etc. Après, chaque modèle vient avec ses docs, ses exemples. Moi aujourd'hui, j'ai quelques docs avec des endpoints. Et puis, bien sûr, je vous l'ai dit, on consomme des API. Tous les providers de modèles ou les cloud providers qui font des modèles donnent la plupart du temps une doc au format OpenAPI, donc l'Exoswagger. Vous avez le schéma et là, vous pouvez vraiment utiliser ce que vous voulez comme lib pour vous connecter. Donc, c'est ce qu'on va faire nous maintenant. Voilà, c'était pour que vous compreniez d'où viennent ces informations-là. Donc, dans mon cas, c'est une variable d'environnement. Côté OVH, mais comme beaucoup, on a choisi d'être compatible avec le format OpenAI. OpenAI sont quasiment arrivés les premiers, en tout cas, ils sont arrivés les premiers d'un point de vue grand public et utilisation en masse. Et donc, beaucoup d'outils se sont basés sur les signatures d'API. Donc, du coup, nous, nos modèles sont à la fois compatibles OpenAI, mais bien sûr, et on va le voir, vous pouvez utiliser les clients propriétaires de chaque modèle. Mais c'est pareil, ça peut être un argument de choix, c'est que si vous avez déjà fait des expérimentations et que vous voulez changer de provider, regardez si vous allez devoir tout casser ou pas. Donc on a dans le payload d'origine quelques paramètres, les premiers, alors je vous ai pas mis tous les paramètres, j'ai mis ceux qui sont à peu près utiles pour la démo. Le maximum de tokens, donc là on voit 512, donc ça va être le maximum de tokens que je peux envoyer et recevoir. Donc encore une fois, faites attention, ne mettez pas forcément le maximum de de ce que le modèle peut faire. Peut-être que 512 dans mon cas, moi ça me suffit largement et j'ai pas besoin d'envoyer beaucoup. Alors autant l'envoi, vous allez le maîtriser, mais le retour, les modèles ont tendance à être assez verbeux, donc plus vous les laissez discuter, plus ils vont discuter. Et juste les tokens, on est entre nous, donc je vous dis un truc qui est faux, vous pouvez voir ça comme à peu près un mot. En règle générale, on parle de plutôt 4 tokens pour représenter 3 mots. Mais vous voyez, grosso modo, si vous voulez avoir une idée du calcul, sachant que la plupart des modèles et des frameworks vous permettent d'interroger le modèle pour savoir combien de tokens en fait vous êtes en train de consommer, voir combien de tokens représenterait ce style de texte. Et il y a plein de sites qui existent, j'en connais un notamment, j'essaie de le retrouver pour le donner après à Thomas en lien qu'a fait Guillaume Laforge, qui permet d'assez vite voir en plus comment sont découpés, c'est très intéressant. En dessous, on va mettre nos messages, on y reviendra après, le nom du modèle, et puis le dernier paramètre qui est la température. La température, c'est un paramètre qui est très intéressant à connaître et à positionner. Il varie entre 0 et 2, c'est un double, et plus vous allez être proche de 0, plus votre modèle va essayer d'être déterministe. Alors je dis bien essayer, on est dans des statistiques et des probas, donc rien n'est sûr, mais en tout cas, plus votre modèle, vous lui mettez une température à 0, plus il aura tendance à ressortir toujours la même chose, parce qu'il va essayer de prendre le token qui suit la liste des tokens qu'il a généré, qui a la statistique la plus haute. Par exemple, si je vous dis les chiens aiment les os et les chats aiment les, en fait, statistiquement, souvent, il y a le mot croquette qui va arriver. Donc, il va vous sortir croquette. Et plus vous allez augmenter cette température, plus le modèle va se permettre d'aller chercher un token qui n'est pas forcément la statistique la plus haute. Et donc, du coup, il peut vous sortir autre chose. Et c'est là où on peut basculer dans la partie hallucination, ce qu'on appelle les hallucinations des modèles, c'est que plus vous allez laisser de liberté, en fait, au modèle, peut-être que le texte généré sera un peu bizarre. Là encore, c'est de votre responsabilité en tant que dev. Est-ce que vous voulez quelque chose de très ouvert parce que vous avez besoin d'un maximum de possibilités, ou est-ce que vous voulez, bien sûr, quelque chose de le plus déterministe possible? Mais attention, moi, je l'ai déjà eu comme question quand j'étais en clientèle. Vous ne pouvez pas vous engager à dire votre modèle vous renverra toujours la même chose, ou par exemple, on le verra plus tard, quand on lui fait ingérer de la doc, il vous renverra toujours tous les éléments de doc. On reste sur un modèle probabilistique, et donc du coup, vous ne pouvez pas garantir que 100% des données vont être traitées par votre modèle. Donc du coup, une fois qu'on a dit ça, il faut
lui donner un petit message. Donc là, on lui donne un message système. Le message système, ça va être une instruction. Donc, je explique ça à tous mes copains et copines qui expliquent aussi de l'IA. J'aime bien cette explication-là. Donc, l'instruction, ça va être en gros de dire, tu vas te comporter de telle manière. Alors, dans mon cas, c'est assez simpliste. C'est tu t'appelles comme ça et tu as un assistant virtuel et il faudra que tu répondes aux questions. Mais vous pouvez, par exemple, dire, tu es un expert dans je sais pas, dans la chimie et donc tu vas pouvoir répondre aux questions. Pourquoi ça a un intérêt? C'est que je vous ai parlé de la température et des probat tokens, c'est qu'en faisant ce rôle système, vous allez commencer à orienter peut-être le modèle à choisir des tokens qu'il n'aurait pas choisi si on lui avait pas dit, bah attention, moi ce qui m'intéresse c'est la chimie, c'est pas par exemple les recettes de cuisine. Donc vous voyez, ça a son importance. Encore une fois, attention, les prompts système, ce sont des tokens que vous envoyez et ils sont envoyés à chaque requête. Donc vous pouvez faire un prompt système très détaillé, ça va vraiment bien customiser votre chatbot, mais vous allez consommer des tokens et donc vous allez devoir payer ces tokens. Après, on met un message, donc, pardon, là j'ai remis le même message. On met un message utilisateur, dans mon cas, what is overload, et puis on le flag de user. Il y a aussi un troisième typologie, c'est assistant, c'est quand on veut donner des exemples de comportement. Derrière, j'injecte une API key. Dans mon cas, côté OVH, ça permet de passer de 2 requêtes minutes à 400 requêtes minutes. Hein. Le freemium, c'est 2 requêtes minutes. Donc, ça vous permet de tester, mais pas, bien sûr, de faire de la prod. Et puis derrière, tout simplement, j'appelle le modèle et je traite le payload pour afficher le résultat. Donc, on va regarder ce que ça donne. Hop, en appel. Donc, on a le temps d'appel, il nous génère tout et il nous renvoie un truc qui a l'air à peu près correct, si je dis pas de bêtises. Donc ça, voilà, c'était vraiment j'appelle un modèle, je fais quelque chose de très simple, mais vous voyez que au final, moi, j'ai surtout manipulé une API avec un payload. On a un peu la même chose avec les frameworks. Alors, je vais commencer par rajouter. Donc, dans mon cas, je vais utiliser donc LangChain, la partie Python. Donc je prends la partie core et puis moi je prends le provider Mistral parce que ça me permet de vraiment avoir des petites classes utilitaires qui me permettent de manipuler des choses qui vont bien. Vous allez voir qu'on reste vraiment dans la même philosophie. On va simplement ici, je vais déclarer le modèle que je veux utiliser. Donc au lieu que ce soit un payload, j'utilise un wrapper côté chat Mistral. Donc je donne toujours le modèle, l'API key, le endpoint, la température, le max de token. Là-dessus, ça n'a vraiment pas changé. Je lui donne mon prompt. Alors là encore, j'utilise un helper, le chat prompt template, mais au final, vous retrouvez la même philosophie. Alors au passage, le user est transformé en human. C'est voilà, parce que là c'est du pur LangChain. Mais vous voyez, on est resté vraiment dans la même simplicité. Derrière, ça s'appelle LangChain. Alors moi, j'utilise une façon. Il y a plusieurs façons de représenter les appels de prompt sur les modèles. J'utilise l'ancienne façon parce que je trouve que ça montre la partie chaînage. Donc en fait, donc ça, c'est un petit sucre syntaxique en Python, mais c'est comme si j'appelais une méthode qui s'appelle pipe, par exemple. Et donc qu'est-ce que je fais? Je crée une chaîne où je lui dis, tu prends le prompt que tu as déclaré et tu l'appliques sur le modèle que tu as déclaré. Donc c'est aussi simple que ça. Et puis derrière, j'ai plus qu'à appeler ma chaîne pour avoir la réponse. Là encore, ça m'a simplifié la vie. Donc si je regarde tout ça, ce que ça donne, hop. Donc de nouveau, normalement, si tout va bien, il devrait me répondre. Vous voyez, il m'a répondu à peu près la même chose, pas tout à fait, mais à peu près la même chose. Et vous avez vu que sans framework, je suis à peu près à 50 lignes de code, avec framework à peu près 30 lignes de code. Donc ça reste hyper simple. Et encore une fois, moi j'ai consommé une lib, j'ai utilisé une lib. Alors, il faut savoir deux, trois choses, mais au final, ça reste assez simple. Je ne sais pas si vous avez remarqué dans les exemples de run que j'ai fait, on a toujours ce petit moment de latence. On envoie, alors en plus, moi, j'ai pas mis de message d'attente, etc. Mais on attend et on se demande ce qui se passe. En fait, c'est tout simplement, c'est que je suis en mode ce qu'on appelle bloquant. Et le mode bloquant, c'est quoi? C'est j'envoie mon prompt au modèle. Le modèle calcule tous les tokens pour la réponse. Et seulement une fois qu'il a calculé tous ces tokens, il me les renvoie. Nous, on est habitué, quand on consomme des chatbots, à voir apparaître mot par mot. En fait, on voit apparaître token par token. Et donc, ce qu'on voudrait, c'est faire la même chose. Donc, pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'amuser, on va changer de langage. On va passer côté JavaScript. Hein. Je vous l'ai dit, l'équipe qui est derrière LangChain a fait une version JavaScript et une version Python. Donc, pour JavaScript, vous allez voir, on retrouve vraiment la même philosophie. Donc, la première chose, je vais lui rajouter les dépendances. Encore une fois, LangChain Core et le provider Mistral AI. Et puis, on va voir qu'on est vraiment sur la même philosophie, c'est-à-dire que
La première chose, c'est que je vais indiquer avec quel modèle je veux travailler. Alors, à la syntaxe près JavaScript, au final, vous voyez qu'on retrouve vraiment la même chose. Donc, j'ai un wrapper, j'ai modèle appliqué endpoint température token. Derrière, de nouveau, je vais lui définir les prompts. Donc, les prompts, toujours pareil. La syntaxe, elle est un peu différente, mais j'utilise un helper qui me permet de fabriquer mes prompts. Là, je lui injecte une question, mais c'est comme tout à l'heure, j'aurais pu aussi injecter une question en Python. Et puis, je vais créer ma chaîne. Cette fois, je n'ai pas le tissu syntaxique, donc j'appelle la méthode pipe. Donc, mon prompt, je lui applique le prompt sur le modèle. Et puis, je vais appeler la méthode. Donc, contrairement à tout à l'heure, ici, j'aurais pu appeler, comme tout à l'heure, une méthode qui s'appelle invoke. D'accord? Donc, ça m'aurait fait mon chatbot bloquant. Et là, le modèle, en fait, en appelant la méthode stream, je vais indiquer au modèle que je veux qu'il me stream sa réponse. J'aurais pu aussi rajouter ici un paramètre, mais ce qui sert à rien, puisque de toute façon, j'ai cette méthode-là. En fait, ce qui se passe derrière, je vais vous le montrer, c'est que dans le payload, ici, on a un champ stream qui est à faux par défaut. Et donc, en fait, il faut activer le mode stream. La plupart du temps, c'est comme ça. Ils le mettent à faux par défaut. Et donc, du coup, ça vous permet d'activer tout ça. Oh, pardon. Ce que je fais vomir. Du coup, j'ai plus qu'à lancer l'exemple. Et donc, si tout va bien, il faut que j'enregistre parce que sinon, il n'y a pas grand-chose à lancer. Je dis donc, si tout va bien, voilà, cette fois, j'ai la même chose, mais en mode un peu habituel. On voit arriver nos tokens les uns après les autres. Et donc, on a un chatbot. Là encore, vous voyez, j'ai moins de 40 lignes de code. Et j'ai commencé à rajouter ça dans mon appli. Toujours pareil, en pensant à faire attention aux tokens, à la température, au modèle que je vais utiliser. Vous pouvez choisir des modèles différents selon vos désirs. De nouveau, on va aller vers un autre use case. Je vous ai dit, là, nos modèles, entre guillemets, ce que vous avez, c'est que vous avez les modèles à l'état du moment où ils ont été entraînés. Donc, nous, chez OVH Cloud, on vous propose des modèles qui sont open weight de chez, la plupart du temps, qui sont exposés via Hugging Face, mais de différents providers. Donc là, on utilise Mistral. Le modèle Mistral 7B, il a été entraîné, je ne sais pas à quelle période, mais mettons que la version open weight que fournit Mistral, elle date de décembre 2024. Il va nous manquer plein d'informations pour notre chatbot. Typiquement, moi j'ai un produit là, AI Endpoint, il a été GA en avril. Si je lui pose des questions dessus, il ne va pas savoir parce qu'en fait, il n'y a pas de données dessus. Pour faire ça, j'ai plusieurs façons de faire, plus ou moins douloureuses. La première façon, c'est j'ai la connaissance dans ma société de la science de l'IA, de la data science, et je crée un modèle de zéro. Je vais l'entraîner au fur et à mesure avec mon corpus de données et il va toujours être à jour. Donc non seulement il faut que je sache le créer, l'entraîner, le déployer et le gérer en production. On est dans un meetup DevOps, les chaînes MLOps côté IA, par rapport à ce qu'on connaît nous dans le monde DevOps, où on a quand même plusieurs années, voire décennies de recul sur l'automatisation et la performance de tout ça. Je vous assure qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de boulot. Et je pense que vous êtes plus au courant que moi, mais il y a beaucoup de boulot à faire sur l'automatisation et la sécurité de toute la chaîne de déploiement et de monitoring. Donc ça, c'est la première façon de faire. Deuxième façon, c'est vous avez pas forcément des gens qui sont capables de créer des modèles, mais peut-être des machine learning engineers qui sont déjà très avancés dans la science de l'IA, et vous avez des modèles qui vous vont très bien, mais vous voulez les spécialiser. Donc ce qu'on appelle faire du fine-tuning. Donc là, vous pouvez les réentraîner avec vos propres données. On refait la même chaîne qu'avant, sauf qu'on n'a pas la phase de conception de modèle à faire, mais vous allez de nouveau avoir besoin de puissance de calcul, de connaissances, de déploiement, etc., etc. Et puis après, il y a le fait de rajouter des choses à votre modèle, je dirais au runtime. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, pour ça, on va passer sur la partie RAG. On verra qu'il y a peut-être 2-3 autres petites façons de faire. Et RAG, c'est pour Retrieval Augmented Generation. Donc pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire de manière contextuelle. Donc au moment où moi, je fais un prompt, je vais potentiellement enrichir la connaissance de mon modèle avec des données pour que non seulement il se base sur sa propre connaissance, mais qu'il se base aussi sur la connaissance que je lui apporte. Donc, je vais vous faire ça en Java. Donc, du coup, on va passer sur un vrai langage, hein. On va utiliser du Java. Bien sûr, je blague. Tous les langages sont bons. Bon, Java est le meilleur. Mais non, 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 mais prenez le langage que vous voulez. Vous avez cette chance-là, c'est que pour l'instant, on a quand même beaucoup de techno qui voient le jour. Donc, en Java, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer d'abord à se créer un modèle qui a de la mémoire. C'est entre guillemets la première façon de rajouter de l'intelligence au modèle, c'est de dire, au moins, j'aimerais qu'il se souvienne de ce que je lui dis ou de ce que je lui ai dit
pour qu'il s'améliore. Donc, on est dans le monde Java. On va commencer par lui rajouter aussi des dépendances. Donc là, vous voyez, j'utilise Langchain4j, hein, le for dont je vous ai parlé, avec le même esprit. J'ai un provider pour Mistral AI. Donc, on va commencer par faire rajouter de la mémoire. Alors, on verra, je vais désactiver la mémoire dans un premier temps. Vous verrez pourquoi je vous dis qu'on est au début d'une fonctionnalité qui me semble être intéressante. Donc, Langchain4j vient avec quelque chose de très intéressant qui sont les AI Services. Si vous êtes dans le dev Java, vous êtes habitué, mais si vous ne l'avez pas vu depuis longtemps, en fait, Java, comme tous les autres langages, on essaie de plus en plus à se simplifier la vie par du sucre syntaxique ou des opérations un peu cachées en dessous dans la JVM. Donc, c'est ce qu'on fait avec Langchain4j. Les AI Services, ça va être de dire, je vais définir un contrat. Un peu comme quand je vais faire une requête REST avec Quarkus ou etc. Je vais définir une interface qui définit un contrat de ce que je veux faire. Et Langchain4j gère pour moi les appels, les sérialisations, désérialisations, etc. Donc là, mon contrat, je veux faire un assistant, je l'appelle assistant, mais je peux l'appeler comme je veux. Je veux une méthode qui va s'appeler chat, qui va prendre une chaîne de caractères, qui va m'envoyer un token string. En fait, c'est quoi ça? C'est l'équivalent tout à l'heure de la méthode .string. C'est qu'en faisant token string, lui, il va activer le mode streaming du modèle. Si j'avais mis juste string, il serait en mode bloquant. Et après, on va retrouver un peu tout ce qu'on a fait tout à l'heure. On va d'abord choisir le modèle avec lequel on veut travailler. Moi, je reste sur un modèle Mistral, appliquer les tokens, etc. Voilà, je n'ai pas mis la température, mais ce n'est pas bien grave. Derrière, on va lui rajouter de la mémoire. Alors, la mémoire, ça va être quoi? Je vais la mettre en commentaire pour l'instant. Non, pas elle. Là, ça va être une HMAP en mémoire, une sorte d'inception. La mémoire, son but, ça va être de stocker les échanges que vous avez avec le modèle. Quand je dis échange, c'est question-réponse. Je vais vous expliquer juste après le pourquoi du comment. Donc, bien sûr, vous pouvez prendre une base de données, un fichier, enfin bref, tout ce que vous voulez, surtout pas un truc en mémoire qui va être pruné à chaque fois que vous allez redémarrer. Derrière, grâce au AI Services, je définis un assistant avec un builder. Donc, je repasse mon interface. Je dis, je veux un modèle, donc ce modèle-là que j'ai défini, et tu m'actives la mémoire que j'ai définie ici. Et puis, enfin, je vais pouvoir jouer avec mon modèle. Donc là, il y a quelques lignes. C'est simplement que, comme je suis dans un main, j'ai un seul thread, enfin un seul contexte d'exécution. Donc si je le lance 2 fois de suite, en fait, il ne va pas se souvenir de ce que je lui ai envoyé. Donc je lui donne une première information. Je m'appelle Stéphane. Et tout de suite après, je lui dis, est-ce que tu te souviens comment je m'appelle? Alors, on va commencer par mettre ça en commentaire. Et on va voir ce que ça donne. Donc, je le lance avec Maven. Je lui dis, je m'appelle Stéphane. Il me dit, super, je suis content de te connaître. Et est-ce que tu me souviens mon nom? Il me dit, je n'ai pas la possibilité. En fait, ça, c'est tout à fait normal dans le design des modèles. Les modèles, ils sont stateless. Ça veut dire que ce que vous appelez à distance, ils ne stockent pas d'état. Ce qui est profitable, ça évite que les effluves se croisent entre plusieurs requêtes, hein, et c'est mal de croiser les effluves. Et puis, donc du coup, c'est pas à eux de faire ça. Donc quand vous utilisez en fait n'importe quelle application au site web, cette mémoire, le fait qu'il y a un état dans votre conversation, c'est soit l'appli mobile, soit le back-end de l'appli web ou mobile qui le gère pour vous. C'est pas le modèle. Donc, dans mon cas, vous voyez, moi, c'est mon client ici, je lui rajoute de la mémoire, et de nouveau, si je relance le même chatbot, cette fois, en théorie, il devrait me dire, yes, tu t'appelles Stéphane. OK? Donc ça, c'est important, parce que de votre côté, va falloir déjà le coder, donc choisir l'architecture qui va bien. Et surtout, on va faire un petit truc, c'est que on va ici loguer les requests, et vous allez comprendre que, hop, on va le relancer, que c'est pas anodin. Donc si je relance mon exemple, donc là, j'ai ma requête d'origine, mon nom est Stéphane. Vous voyez que la deuxième requête, ce qu'il fait, c'est que non seulement il envoie mon nom est Stéphane, mais il envoie sa réponse et il envoie ma question. Et là encore, je n'ai pas mis de prompt système. Donc si j'avais un prompt système, il mettrait aussi le prompt système. Tout ça, c'est des tokens qui sont consommés, qui sont facturés. Donc là encore, tombez pas dans la facilité d'avoir une sorte d'historique infini où vous renvoyez tout en disant ouais, comme ça, il se souviendra de tout ce qu'il a fait. Bah non, et puis en plus, plus vous allez faire grossir l'historique,
si la personne commence à parler un peu de choux et carottes, potentiellement, vous allez arriver aussi à quelque chose de contre, intuitif pour le modèle, qui risque de peut-être un peu avoir, tendance à mélanger le contexte dans lequel il se trouve. Donc c'est important aussi de prendre votre, historique à cause de ça. Donc ça, c'est pour la partie mémoire. Je vous l'ai dit, on va, se rajouter, la partie RAG. Alors je vais juste rajouter une dépendance au passage. Cette dépendance, ça va être pour faire de l'embedding. Je vais vous expliquer ce que c'est et c'est une dépendance officielle OVH. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, les modèles que nous, on propose pour faire de l'embedding n'étaient pas dispo sur Langchain4j. Du coup, j'ai fait une petite PR. Vous pouvez l'utiliser vraiment les yeux fermés, hein. Ça fait partie du projet, Langchain4j, des providers fournis par Langchain4j. Bien sûr, vous pouvez utiliser n'importe quel modèle d'embedding. Donc, on retrouve notre RAG. Donc, le RAG, ça va être d'apporter de l'intelligence ou de la connaissance à votre modèle. Dans mon cas, par exemple, je vais vouloir avoir des infos sur AI Endpoint d'OVH. Je vous l'ai dit, à l'époque où on a sorti ça, le Mistral avait déjà été entraîné. Donc, je recommence pour la même chose. J'ai fait le AI Services et là, je vais commencer par faire un découpage de mes données. Comme je suis très mauvais pour faire les deux à la fois, je fais le code et après, je vous l'explique juste après. Donc les chunks, quand on fait du RAG, ça va être, hop là, pardon, ça va être de prendre les documents que vous voulez rajouter au contexte. Parce que le RAG, comment ça fonctionne? Vous allez dire à votre modèle, tiens, je te donne des nouveaux documents. Mettons, vous avez une base documentaire interne. Si tout va bien, les modèles n'ont pas pu l'indexer puisque c'est de l'interne. Sinon, vous avez une faille de sécurité. Et vous voulez quand même que votre modèle puisse aller piocher de l'information pour vous structurer une réponse, je ne sais pas, par exemple sur un envoi de mail ou des choses comme ça. Et pour ça, ce que vous allez pouvoir faire, hormis les techniques que je vous ai expliquées tout à l'heure sur le fine-tuning et l'entraînement, vous allez pouvoir lui donner en amont ces documents. Et donc, pour qu'il soit le plus efficace possible, on verra comment on fait. Bien sûr, vous pouvez faire une recherche bête et méchante avant, full text, et puis récupérer les documents et les mettre dans le système contexte, par exemple. Mais ça, c'est pas hyper efficace parce que vous, ce que vous voulez, c'est avoir une sorte de sens, puisque votre modèle lui-même va être capable d'interpréter, le sens de votre prompt et donc vous voulez aussi pouvoir le faire. Donc la première chose qu'il va falloir faire, c'est découper vos documents pour qu'ils aient, un sens et qu'ils soient, comment dire? Utilisables de manière atomique. Donc moi, c'est ce que je fais ici. Alors j'utilise un découpage très simple, c'est-à-dire que je prends, un fichier texte et tous les 400 caractères, je le split. Maintenant, si vous avez du Markdown, du HTML et tout ça, ça peut être sur des titres pour avoir vraiment des paragraphes entiers et que c'est du sens, ou pourquoi pas sur des tags, si vous voulez, vous avez des tags sur, je sais pas, Java, JavaScript, etc. Mais bref, votre premier boulot, ça va être de découper votre corpus de données, qui ça va être un boulot plus ou moins important selon comment est structurée votre documentation. Donc moi, je ne vous l'ai pas montré, mon fichier, voilà, c'est un bête fichier texte avec le texte qui explique ce qu'est AI Endpoint. Derrière, on va passer sur la partie d'embedding. Donc, la partie d'embedding, c'est un grand mot pour dire qu'en fait, on va prendre le texte et on va le transformer en vecteur. Souvenez-vous de vos mathématiques de lycée, moi ça n'a pas été un bon moment, mais en tout cas, on va les transformer en vecteur. Alors avec quelques dimensions de plus que ce qu'on a connu au lycée, puisque là on peut aller jusqu'à 3000 voire plus dimensions. En fait, le but, c'est que ça ne va pas être une transformation de vecteur toute bête, ça va être une transformation en vecteur par rapport au sens du texte. Et là, du coup, on va faire appel à des modèles. Il y a des libres qui existent, qui font le taf, mais les modèles ont cette puissance de pouvoir comprendre, je mets des guillemets, en tout cas interpréter le texte pour pouvoir créer ce vecteur. Dans mon cas, moi j'utilise, je vais vous montrer celui que je vais utiliser ici, qui est dans la partie embedding, hop là, pardon, chez nous. Le multilingual Gemma, c'est celui qui a le plus gros nombre de dimensions. Et en fait, son boulot, à lui, ça va être d'interpréter mon texte et le transformer en vecteur. Pourquoi on fait ces transformations en vecteur? C'est qu'on le verra après, on va utiliser une base de données vectorielle pour faire ce qu'on appelle une recherche sémantique. Je vous ai parlé de la recherche full text tout à l'heure, qui n'est pas la plus optimum, même si ça fonctionne. Mais la recherche sémantique va vous permettre de pouvoir prendre votre prompt et de le transformer en vecteur, bien sûr, et de dire trouve-moi tous les documents dans ta base de données vectorielle qui se rapprochent, qui ont un sens assez proche de ce que je veux faire. Un exemple, toujours mes chiens et mes chats. Un chien et un chat risquent d'être encodés assez proches parce que c'est des mammifères, qui ont 4 pattes, qui sont des animaux de compagnie. Là où un requin, il ne sera pas très loin parce que ça reste un animal, mais normalement, c'est pas un animal de compagnie. Et le dernier requin que j'ai vu avait pas de pattes, en tout cas, j'espère. Et donc, vous voyez, quand je vais dire donne-moi les animaux de compagnie, il y a de grandes chances que, au final, les vecteurs qui représentent le chien et le chat soient ceux qui vont arriver plus naturellement plutôt que le requin. Donc la partie vectorielle, elle sert à ça. Je fais une parenthèse d'ailleurs.
parfois on veut utiliser des modèles, alors que juste une base de données vectorielle peut suffire dans certains cas, notamment de recherche documentaire. Vous n'avez pas besoin d'un modèle qui va le faire pour vous. Donc je vous l'ai dit, une fois que j'ai mes vecteurs, je vais devoir les stocker parce que une des étapes, ça va être d'aller faire cette recherche vectorielle. Ici, je prends une base vectorielle en mémoire. Bien sûr, ne le faites pas en production. Prenez une base de données vectorielle plutôt avec un bon stockage. Typiquement, moi, je l'ai testé sur notre PG Vector côté OVH Cloud. On a du manager. Ça fonctionne très, très bien. Donc, n'hésitez pas. Derrière, vous allez pouvoir un peu tuner le mode de récupération, pardon, le nombre de résultats maximum, bon, ça c'est évident, et puis le score. Le score, en fait, plus vous êtes proche de 0, plus ça va être des liens forts en termes de cosine, c'est-à-dire, vous savez, l'angle entre les vecteurs, et plus vous approchez de 1, plus le lien est faible, et donc du coup, peut-être que c'est vraiment très loin. Par exemple, dans mon exemple tout à l'heure, peut-être que si je dis animal, je vais sortir le requin, mais peut-être pas tout de suite avec un score très faible. Derrière, il faut quand même que je crée un chatbot, donc je vais réutiliser un modèle. Donc là, je reste sur mon Mistral, hein, le même que tout à l'heure. Et puis, grâce encore une fois à Langchain4j, je vais assez facilement définir un chatbot avec ici le streaming chat model qui est activé. Et puis, de nouveau, hop, je l'appelle en lui demandant dis-moi ce que c'est que AI Endpoint. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste désactiver la partie RAG dans un premier temps. Et hop, et on va le lancer pour voir ce que ça donne. Hop. Donc, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit que, alors, l'avantage ou le désavantage d'un modèle, c'est qu'il voudra toujours vous faire plaisir. Donc jamais il va répondre: «Non, mais en fait, je ne sais pas ce que c'est». Donc là, il me répond des trucs. Alors d'habitude, parfois, il me répond, c'est Google ou Microsoft qui l'a créé, donc c'est pas forcément ce que j'ai envie d'avoir comme réponse. En tout cas, là, voilà, il essaie de me dire un truc par rapport au nom, par rapport à tout ça. Mais en tout cas, je vois pas que c'est, un produit que moi j'ai lancé. Donc là, je lui active le RAG, hein, c'est-à-dire que je lui dis, fais ta recherche sémantique. Donc il prend le prompt, il prend le même modèle, c'est important, prenez le même modèle toujours, sinon refaites votre base vectorielle. Il encode le modèle en vecteur, il balance dans la base de données vectorielle, ça lui ressort les vecteurs les plus proches. Je reprends le texte qui correspond à tous ces vecteurs et je mets tout ça dans ma requête. Et ça envoie quand même pas mal de texte, toujours pareil, pensez au token. C'est pas anodin. Donc je lui renvoie. Alors parfois, ça marche et parfois il est un peu moins verbeux, mais voilà. Là, vous voyez, cette fois, ça me met bien. C'est OVH Club qui a créé. Il me dit que je suis un alpha parce que mon texte à l'époque était pour l'alpha, etc., etc. Donc là, vous voyez, j'ai rajouté de l'intelligence. En tout cas, j'ai rajouté du contexte à mon modèle de manière assez simple, avec toujours en sachant que je vais consommer plus de tokens. Donc toujours à regarder entre la version managée et la version non managée si vous voulez le faire vous-même. Mais en tout cas, ça fonctionne. Il me reste un petit peu de temps, donc ça, c'est cool. On va faire un petit peu, autre chose. Alors, on va sortir un peu là des chatbots, on y reviendra un petit peu si on a le temps, mais je vais vous montrer, une autre façon d'utiliser des modèles dont on pense, peut-être pas. Moi, je suis, assez vieux pour avoir connu, pas mal d'applis où on essayait de faire de la dénormalisation d'adresses, un peu d'analyse de sentiments, vous savez, sur, les avis, dans les vendeurs, en ligne et cetera. Et en fait, c'était souvent des gros trucs qui tournaient la nuit, parce que beaucoup de données à traiter et énormément de calculs à faire. Bah, là, en fait, avec l'IA, on bascule, de nouveau avec des modèles où on va pouvoir, faire, ces choses-là très simplement. Pourquoi ça diffère d'un LLM? Vous pouvez le faire avec un LLM. Un LLM, le problème, et je l'ai encore vu il n'y a pas si longtemps que ça en workshop, c'est que quand vous allez lui demander par exemple de traduire une phrase, il va vous la traduire, mais il va très souvent pas pouvoir s'empêcher de rajouter alors, je l'ai traduite comme ça, parce qu'en fait, à l'origine, ce mot-là, c'est ça, tout ça. Et nous, ce qu'on veut juste parfois, c'est avoir le texte pur et dur. Et là, c'est ce que je vais faire. C'est que je vais utiliser un modèle qui est spécialisé dans l'analyse de sentiments. Et ce que je veux juste, c'est sors-moi les sentiments d'un certain texte, et pas brode autour pour m'expliquer. L'avantage aussi, c'est que souvent ces modèles sont plus petits, sont souvent facturés moins cher, voire même vous pouvez les déployer sur vos propres instances avec un peu moins de GPU puissant, et donc ça peut être intéressant. Donc vous voyez ici, je fais simplement en Java un call HTTP. On retrouve un peu tout ici. Ce qui va être important, c'est le body que j'envoie dans mon payload I love Java, on se refait pas. Et puis derrière, alors j'ai rajouté une dépendance, c'est simplement que j'ai mis un petit wrapper pour que ce soit un peu plus lisible à l'écran le résultat. Mais derrière, je vais pouvoir du coup envoyer ma requête. Une fois que j'ai ma requête, je vais la désérialiser justement avec mon petit wrapper pour pouvoir la récupérer. Et puis je vais
derrière l'afficher, tout simplement, afficher le résultat. Donc si on regarde un peu ce que ça donne, donc là je fais un bête call HTTP et du coup ça me renvoie bien sûr un emoji avec des cœurs puisque, I love Java. Alors si par hasard, mais je ne vois pas dans quel cas vous pourriez arriver à ça, vous n'aimiez pas Java, pour vous montrer quand même, la même chose et en fait, vous envoyez, ça et derrière, bien sûr, ça vous répond pas le même emoji. Faut savoir que là, j'ai un texte d'une ligne, vous envoyez un texte qui est comme ça, je m'amuse à le faire avec des poèmes que je génère sur, les devs Java, plutôt tristes, plutôt joyeux et cetera et ça vous analyse. Vous avez la même chose avec un système de notation. Même chose pour les, dénormalisations d'adresses, ça vous sort les adresses, les entreprises et tout ça et en un appel et surtout ça vous répond vraiment que les champs dont vous avez besoin et vous n'avez pas derrière à retraiter ça par ailleurs. Quelle heure est-il? 42. On est super large. Du coup, on va continuer avec quelques exemples. On va passer sur, on reste en Java, mais on va aller sur un framework que j'aime beaucoup qui est Quarkus. Alors si vous avez fait du Spring Boot, c'est un peu le même esprit, c'est vous faciliter la vie. Quarkus, l'objectif, c'est vraiment d'être, orienté cloud native et performance. Et puis il y a, un super tooling, donc moi c'est pour ça que je l'utilise. Dans notre cas, la partie, performance, elle est pas, hyper importante. Donc qu'est-ce qu'on va faire? En fait, on va se faire une petite appli web, juste pour vous montrer, la simplicité, accrue encore avec d'autres frameworks. Donc, Quarkus, je vous montre le POM XML, j'ai déjà renseigné ici, ça marche pareil, j'ai une extension, vous voyez ça comme un plugin qui me permet d'utiliser Mistral, donc là, je l'ai activé et puis, je vais avoir 2 choses à faire. Je vais d'abord déclarer, mon, appel, à mon modèle LangChain. Donc là encore, j'utilise AI Services, de, LangChain4j et comme, bah, c'est, intégré avec, l'extension Quarkus, j'ai juste une notation ici arrobas register AI Services et ça suffit. Ce que vous voyez là, c'est que par défaut, Quarkus, l'extension Quarkus active le mode mémoire in memory justement. Et moi ça m'intéresse pas, donc là c'était pour vous montrer aussi qu'on peut le désactiver et pensez à le désactiver si vous ne le voulez pas, sinon c'est toujours un peu pénible. Et puis après derrière, bah, je suis dans la magie des annotations, hein, donc j'utilise exactement comme tout à l'heure. J'ai mon système message qui est mon système, prompt, mon user message avec lequel, je peux mettre, du Qt, donc qui est un langage templating dans Quarkus. Je peux mettre plein de choses. Par exemple, je pourrais mettre la current date, c'est super important, ça vous permettrait de contextualiser un peu votre modèle. Et si je veux poser une question avec une chaîne, renvoyer, un string, donc j'utilise Mutiny, le multi de Mutiny qui renvoie des strings, donc ça m'active le mode, streaming. Et puis, je vais vouloir faire un WebSocket. Donc là encore, Quarkus est mon ami. Pour faire un WebSocket, bah, c'est assez simple. Je déclare un petit arrobas WebSocket. Je viens de faire un composant Quarkus, donc du coup, rien ne m'empêche de l'injecter. Donc lui, il va être automatiquement injecté hein, par l'inversion de dépendance et les injections assez classiques maintenant dans le monde Spring et Quarkus. Et puis, derrière, j'ai juste à récupérer ici le retour. Donc là, je mets une petite tempo parce que sinon, c'est un peu trop rapide. Et du coup, bah, comme je suis dans le monde Quarkus, je vais lancer la partie dev. Donc Quarkus dev, c'est simplement que ça vous évite de tout refaire à chaque fois, enfin de tout relancer, tout repackager à chaque fois. Ça prend en compte automatiquement. Faites pas attention au warning, c'est parce que j'ai pas pu m'empêcher de passer en JDK 24 et donc forcément je suis en preview et tout ça. Donc ça me met des warnings. Je lance un petit GUI alors que j'ai fait générer par un LLM parce que je suis tellement mauvais que c'en est assez navrant. Donc ça, c'est du React et du coup, non. Why the sky is blue. Et là, du coup, il va se connecter à mon Quarkus, si tout va bien. Mhm. Ah, effet démo. Et pourquoi Déguédec. Ah bah c'est ballot. Alors attendez, on va refaire. Il m'a pas chargé. Il m'a pas chargé ce qu'il faut. Ah oui, mais non, Stéphane. En plus, il est gentil, il me le dit. Petite chose, c'est qu'il faut peut-être lui mettre un peu de configuration parce que vous allez me dire, c'est gentil, mais t'as pas indiqué ni ton modèle, ni, ton appliqué. En plus, il me le dit. Donc, en fait, en Quarkus, vous passez par de la configuration dans les properties. Donc là, on retrouve hein, toutes les infos que l'on avait tout à l'heure. Je vais juste mettre le log à false, ça sert à rien qui nous embête. OK, on recommence. On est parti. On relance Quarkus.
Normalement, ça va assez vite. C'est bon. Lui, on va le forcer. Et on est reparti. Ouais, the sky is blue. Et là-dessus, ça marche mieux. Donc, vous voyez, j'ai très vite fait. Là, j'ai une vraie interface graphique qui va bien. Je ne vais pas le laisser finir parce qu'il reste 4 minutes et je vais absolument vous montrer 2-3 petits trucs. Donc ça, c'est parce que j'avais envoyé 2 fois le WebSocket, hein, vu que j'ai fait un reload. J'arrête Quarkus, c'est pas le but. J'arrête aussi ce truc-là. Si vous avez un peu regardé, vous êtes un peu intéressé à la partie IA ces derniers temps, vous avez dû entendre parler d'un truc qui s'appelle le function calling, les MCP. Je vais juste vous montrer qu'en fait, c'est très simple à utiliser et que derrière, c'est simplement, si j'étais mauvaise langue, je dirais qu'on a réinventé les calls API dans l'IA, mais je serais mauvaise langue. Donc du coup, function calling, c'est quoi? Ça va être de dire, encore une fois, je vais ajouter de l'intelligence à mon modèle. Je reprends mon exemple d'entraînement de mon modèle. Si par exemple, j'ai un modèle qui a été entraîné en 2024, bah, il va pas être au courant de l'actualité ou typiquement aujourd'hui qu'il y a un météo, c'est souvent l'exemple qu'on donne. Quelle est la météo du jour? Bah déjà, il ne sait pas quel jour on est, il ne sait pas où je suis et il ne sait pas avoir la météo. Par contre, potentiellement, on sait appeler une fonction ou une méthode qui ferait ça. Donc en fait, et ça, s'il y a un truc à retenir sur le function calling et le MCP, ce n'est pas le modèle hein, qui va faire ça. Le modèle va juste indiquer à votre appli, à votre client, donc là encore, c'est vous qui avez la charge de faire ça, de dire, ah tiens, pour répondre à cette question, j'ai besoin d'infos, et en fait, il faudrait que tu appelles une méthode qui s'appelle GetWeather avec la météo, avec la ville qui est de Tours, et la date qui est on est combien aujourd'hui, du 1er juillet. J'insiste, ce n'est pas votre modèle qui fait ces appels, c'est votre code client. Donc il faut que votre code client sache le faire. Et puis heureusement, grâce à nos amis les frameworks, on va y arriver. Il faut aussi que votre modèle soit compatible avec le function calling. Mais la plupart le sont maintenant. Donc je vous montre ça. On est sur ici. Donc moi, l'exemple que je vous ai préparé, c'est un exemple tout simple, c'est côté OVH, on fournit Stable Diffusion XL, qui est un modèle de générateur d'images qui est très puissant, qui est beaucoup utilisé, mais moi qui je trouve assez complexe à prendre en main quand on fait quelque chose de très détaillé. Il marche avec deux prompts, un prompt positif qui est ce que vous voulez, et un prompt négatif qui n'est pas ce que vous voulez. Puis il est meilleur quand on le dit en anglais. Donc pour ça, ce que je me suis dit, c'est que je vais faire un petit chatbot qui va me permettre de dire en français ce que je veux, et qui va m'optimiser mes prompts et appeler aussi le modèle et générer l'image. Donc pour ça, en fait, c'est ultra simple. Vous prenez n'importe quelle classe, vous créez une méthode, vous faites @tool de Langchain4j, vous mettez un prompt le plus détaillé possible. Moi, je n'ai pas été très détaillé, mais mettez un prompt, une explication très détaillée. Le modèle va se servir de ça. Si cette méthode a des paramètres, pareil, expliquez vos paramètres pour que le modèle sache quoi demander à l'appelant d'appeler et avec quelle valeur. Derrière, moi, là, ce que j'ai fait, c'est que j'aurais pu, Langchain4j permet d'appeler des modèles d'images, mais là, je l'ai fait en HTTP request et vous voyez, je récupère ici mes deux variables qui sont passées en paramètres de la méthode. Et puis, alors, pour l'exemple, hein, je génère en local mon image. Bien sûr, on pourrait imaginer de le renvoyer sur le flux HTTP si on était sur une appli, etc. Et le chatbot, bah, vous allez voir qu'au final, mon chatbot va être guère plus compliqué que ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Donc, je définis mon AI Services. Alors, la petite différence, c'est que là, je lui mets un système message un peu plus détaillé. Je lui dis déjà ce que je veux qu'il fasse, quel expert c'est. Je lui dis qu'il faut que tu comprennes, donc que tu interprètes le prompt, que tu me génères les deux prompts, le prompt et le négatif prompt, qu'ils doivent être générés en anglais, même si moi je parle en français, et qu'ils doivent être optimisés pour Stable Diffusion XL. Ça, c'est super important. Et seulement une fois que j'ai ça, tu peux dire il faut appeler un outil. Là où je crie, c'est que je mets ça et je mets des majuscules, ça. Normalement, cette phrase-là, elle devrait pas être utile. Ça fonctionne sans, mais en fait, j'essaie de maximiser mon taux de réussite. Normalement, le modèle devrait tout seul le savoir. Derrière, j'ai un user message. Bon, ça, c'est assez classique. Et puis là, on va retrouver vraiment la même optique. Alors, vous voyez des petites différences parce que là, j'utilise une dernière version d'Engine4j pour faire ça, mais je récupère mon modèle. Important, quand vous faites du function calling, mettez votre température proche de 0 parce que c'est déjà pas sûr qu'il va vous détecter du bon outil qu'il faut utiliser. Donc si en plus vous mettez une température un peu haute, il peut un peu faire n'importe quoi. Là, j'ai mis une mémoire parce qu'en fait, c'est un petit truc où si l'image, j'en suis pas content, je veux pouvoir itérer justement pour lui dire, bah, génère-moi non, plutôt plus joyeux ou plus triste. Et puis là, c'est le scan simplement de mon prompt avec l'appel de mon modèle qui est ici. Je
suis pas dans le bon endroit. Je vais le lancer tout de suite. Tac, 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 tac. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va me demander mon message. Donc, je lui fais un chat sur un skateboard, pourquoi pas. Donc là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va envoyer à Mistral 7V en lui disant, vous vous souvenez, tu es un expert, machin, j'ai besoin de parler à Stable Diffusion, je dis moi 2 prompts. Donc, vous voyez qu'il me prend le premier prompt, j'aurais pu mettre un petit retour chariot, le deuxième prompt qui est ici. Donc là, lui, il connaît Stable Diffusion, donc il sait ce qu'il faut mettre derrière pour que ça aille. Et derrière, il me dit, OK, je te l'ai généré. Et si on va voir, bon, c'est plutôt pas mal. Parfois, ils sont un peu plus mignons et là, je pourrais continuer à itérer, etc. Donc, vous voyez, là, j'ai vraiment utilisé la partie tooling. C'est vraiment le modèle qui a indiqué à mon client ce que je devais faire. Et juste pour finir, je suis pas trop à la bourre, je vais vous montrer la même chose qui est le MCP, donc là pour 2 secondes. Le MCP, c'est quoi? C'est de se dire, c'est cool, là j'ai défini tout un outil en local. Demain, je crée une autre application, voire même j'ai d'autres applications qui sont pas chez moi, qui en ont besoin. En fait, il faut que je duplique mon code, donc que je crée un jar, que les gens se le partagent, etc. Et MCP, donc c'est Anthropic qui a créé ce protocole. C'est quoi? C'est de dire, on va vous donner la possibilité, via un protocole, de mettre à disposition des outils pour les utiliser dans votre chatbot. Donc il y a 2 versions. Il y a une version STDIO qui va vous expliquer des choses en local. Moi, c'est pas celle que je vais utiliser. Je vais utiliser celle qui est en streaming, en HTTPS, HTTP streaming. Anciennement aussi, c'était du SSE, mais là maintenant, c'est plutôt du HTTP streaming. Alors pour faire ça, je vous montre rapidement. Il y a pas grand-chose. Je vous passe le code un peu utilitaire autour, mais au final, encore une fois, Quarkus, on va définir un composant Quarkus. Et dans ce composant Quarkus, on a de nouveau alors, il faut peut-être que je fasse les choses bien. C'est que je mette la bonne dépendance, parce que je vais vous dire justement, faites attention. Il y a... Voilà. Donc là, j'active l'extension MCP de Quarkus, qui est assez magique. Et la chose à faire attention, c'est que quand vous avez et LangChain4j et Quarkus, et que vous êtes dans Quarkus pour faire un MCP, prenez bien les dépendances Quarkus et pas LangChain4j. Ça, je trouve que c'est un peu confusionnant d'avoir le même nom d'extension. J'ai presque fini. Non, mais je croyais qu'on t'avait perdu. Je sais pas si je suis le seul à avoir vu l'écho, mais je sais pas si ça venait de mon côté ou du tien, mais c'est pour ça que je venais sur scène. Ah, J'ai eu un. Mais du coup, je te laisse terminer, pas de souci. ok, T'es revenu. d'accord. J'en ai pour 5 minutes, donc même pas. Je sais pas si a coupé du coup. Si ça a coupé, c'est pas grave, il y a tout le code source qui est dispo. Donc ça, c'est la version serveur pour le MCP. Et donc du coup, après, j'ai juste à le lancer. Hop, hop, hop. Donc là, je relance la version serveur. Et le client, alors je vais le faire très rapidement pour pas vous trop manger sur votre pause déjeuner. C'est un tout petit peu plus verbeux, mais au final, avec LangChain4j, on va retrouver la même simplicité d'utilisation. Je vais juste devoir définir 2-3 choses. Donc là, je reste sur du standard, hein. Je définis, comme tout à l'heure avec les AI Services, le chatbot que je vais utiliser. Je définis juste ma couche de transport MCP. Là encore, c'est bien si je lui mets les dépendances. Tac. Donc ça, c'est une dépendance classique pour LangChain. 4J. Donc, je définis ma couche de transport. Donc, dans mon cas, c'est du localhost, mais vous mettez ce que vous voulez, /mcp /sse. Après, je lui indique le client et sa couche de transport. Donc, c'est encore un peu verbeux, mais il faut que ça se stabilise. Je définis un tool provider parce que je peux avoir plusieurs serveurs MCP. Dans mon cas, j'en ai qu'un, mais je pourrais en avoir plusieurs, Jira, GitHub, etc., qui me fournissent des outils. Et puis, je vais pouvoir l'utiliser comme toujours avec un builder. Je lui active ici, comme ça, mon tool provider. Et c'est parti. Le MCP que j'ai fait, je ne vous l'ai pas montré, mais je vous montre ici. En fait, il appelle l'API OVH Cloud. On a tout, bien sûr, qui est fourni en format d'API pour nos infras. Et donc, du coup, il me demande quels sont mon nom, mon prénom et ma localisation. Et c'est la dernière démo, en espérant que ça fonctionne. Très souvent, au premier appel, je ne sais pas pourquoi, il y a un peu de temps à chauffer. Il me répond un peu à côté. Mais donc là, il fait l'appel HTTP via Quarkus. Et normalement, il devrait tout me répondre. Donc là, il me répond tout ce que je veux, mais pas ce que je veux. Vous voyez, là, il me répond ce que je veux, ce que je devrais appeler, s'il est joué à des démos, mais avec les LLM. Mais si je le relance, deuxième appel, avec un peu de chance, il va me donner ce que je veux. Ok, donc tout va bien. Bon, je ne vais pas aller plus loin, mais là, a priori, c'est simplement
le modèle qui a pas envie d'envoyer ce que je veux. L'idée, c'est que ça fait la même chose, mais bon, les démos, IA, c'est toujours un peu, problématique. Comme je suis un peu en retard et j'ai pas trop envie de passer trop de temps, je vais juste finir sur deux trois petits trucs. AI Endpoint, si ça vous a plu, vous avez vu que moi j'ai rien mis de propre à OVH Cloud, donc vous pouvez l'utiliser, ça va pas orienter vos devs. C'est bien sûr souverain, nous on fait que de l'inférence, donc c'est orienté dev, donc n'hésitez vraiment pas à l'utiliser et à nous faire des feedbacks, c'est super important pour nous. Vous avez tous les liens à la fin. Si vous ne connaissez pas OVH Cloud, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. On fait autre chose que de l'IA, on fait du cube, on fait de la base de données managée, on fait des GPU, on fait des VPS, bref, demandez moi et c'est avec plaisir que je vous expliquerai ça. Les différents liens utilisés pour la démo, les démos d'aujourd'hui, et si vous devez garder que des liens, vous avez le lien des slides ici, vous avez du coup tous les liens vers le code source et le code source à droite. Si vous pouvez prendre un peu de temps à me faire vos feedbacks, je suis preneur, ça me permettra d'améliorer des choses. Et puis bah, merci à vous d'avoir pris du temps sur votre pause déjeuner. Et j'espère que ça va pas couper trop longtemps, si ça a coupé de mon côté du coup. Non, visiblement, vu les commentaires, ça a coupé uniquement de mon côté. Tout marchait bien chez toi. Et puis il faudra que je regarde pourquoi mon serveur Bah, FTP écoutez, n'a pas voulu répondre, mais ça c'est autre chose. il nous reste 3 minutes avant d'arriver à 13h. Si vous avez quelques questions, c'est le moment. N'hésitez pas à en poser. Est-ce qu'il y a eu des choses dans le chat? Tac, tac, tac. Ça doit être celui-là, le site pour coupage en token. Il y en a, Non, il y en a, il y en ok, a pas mal, mais ah, effectivement, c'est toujours bon à aller voir. Ça permet de se rendre compte un peu de ce qu'on va envoyer. S'il faut retenir un truc de tout ce que j'ai dit, c'est que on peut utiliser nos LLM comme n'importe quel libre. C'est juste qu'il faut faire attention à ce qu'on fait parce que, comme toujours, quand on passe dans du manager, faut être maître de ce que l'on fait. Nous, on essaye, côté OVH, d'être le plus transparent possible, mais ça n'empêche pas que si tout d'un coup, vous balancez 3 téras de données, bah, vous allez être facturé 3 téras de données, quoi. pas de questions pour le moment. Beaucoup de remerciements. Bon, c'est très très clair. C'était très très cool. C'était très efficace. Est-ce qu'on se quitte là? Est-ce qu'on va se Ça a dire l'air qu'on pas va aller mal. se boire tous un truc très, très frais? Parce que je sais pas vous, mais moi, 1 heure à parler, du coup, je suis, un peu déshydraté. Mais écoute Stéphane, merci beaucoup. On va te laisser aller en effet prendre un verre d'eau, Alors évidemment. Et juste, puis il y a Thibaut qui demande juste une idée des coûts d'usage pour cette démo. C'est, quelques centimes. Parce que, pour le coup, j'ai très, très peu de tokens d'envoyer. Je ne les ai pas calculés, mais ça me fait penser que c'est une bonne question que je m'amuserai à les calculer et puis je les partagerai. C'est vraiment quelques centimes. Parce que j'ai très, très peu de données qui sont échangées. Même si moi j'ai la chance de ne pas payer mes abonnements VH Club. bien, bah, écoute, encore merci. Eh ben, merci à vous toutes et tous et merci Thomas de l'invitation. C'était bien cool et puis, Avec bonnes plaisir. vacances à tout le monde. Prenez le temps de vous reposer et de bien déconnecter, ça fait du bien et puis, bel été à tout le monde aussi. Ça marche. En effet, c'était le dernier live là avant nous aussi, avant nos congés côté France DevOps. On prendra maintenant en septembre. Et donc oui, d'ailleurs, j'en profite pour rappeler encore une fois, même si je le rappelle à chaque fois, que le CFP est ouvert. On va lancer notre petite campagne pour caler les talks sur le deuxième semestre. Donc, Mmh. si vous avez des Je sujets, je peux répondre très vite à Abdelkader. Il y a la version, très courte et très longue, mais ça, à la rigueur, on pourra en reparler si on se croise quelque part, Abdelkader. C'est, la partie RGPD, je dirais que c'est comme tout le reste dans ton entreprise. C'est-à-dire que c'est quand même à toi de faire attention de ne pas partager des données dont tu n'as pas le droit de partager. Maintenant, en étant sur les infra OVH Cloud, nous, on fait que de l'inférence. Donc, tu es sur la partie souveraine. Donc, du coup, tu as le tampon, par exemple, HDS, RGPD, etc. Nous, les données, en fait, elles sont envoyées au modèle, elles sont ingurgitées par le modèle pour générer sa réponse. Et il n'y a que ça. Il n'y a pas de stockage de données dans les logs, pas de stockage de données pour en faire autre chose quand tu fais de l'inférence. Donc, je dirais que si tu as déjà passé toutes les barrières RGPD dans ta société, utiliser AI Endpoint, ça te permet de continuer. C'est une très bonne question. Sur le reste, c'est que faites bien attention. Je pense que maintenant on le sait, mais je préfère le répéter. Quand vous envoyez toutes vos données à d'autres
d'autres modèles et c'est marqué, soit ils sont utilisés pour faire de l'inférence et aussi de l'entraînement, voire autre chose. Donc faites attention, quand vous partagez des données sensibles, c'est important de valider que le provider de modèle ou le cloud provider soit bien, tamponné, tout ce qui va bien. J'espère que j'ai répondu à la question. Très bien. On reste là. Yes. Encore merci. Bon après-midi à tous et bonnes vacances pour ceux qui en prennent. Ciao, ciao. Ciao.